Si Ben Badis et Farhat Abbas avaient réussi. Deuxième partie. L'article de Farhat Abbas de février 1936 et la réponse de Abdelhamid Ben Badis d'avril de la même année ont réveillé quelque chose dans le peuple algérien qui avait assisté la mort dans l'âme aux festivités célébrant en 1930 le centenaire de la colonisation. Il n'y avait plus de résistance populaire armée après les insurrections des Cheikh Mokrani et El Haddad en 1871 et Bouamama en 1908. Ces trois héros avaient pratiquement clos l'ère de la résistance tribale et régionale et le peuple s'était recroquevillé dans la décadence et cherchait la consolation dans le maraboutisme. Entre 1871 et 1936, des actions individuelles apparaissaient épisodiquement sur le territoire algérien ou au sein de l'émigration en France, vite étouffées ou récupérées par un colonialisme vigilant. Nous reviendrons sur quelques-unes des personnalités qui ont marqué l'histoire de cette période. Le Congrès musulman algérien a ouvert une nouvelle ère, l'ère politique, celle de la résistance fondée sur le droit universel, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, rappelé dans les 14 points du président Wilson, et la philosophie de la non-violence que prêchait déjà en Afrique du Sud le Mahatma Gandhi. Il a changé la façon de voir le problème de la colonisation et les solutions à lui appliquer quand on n'a pas la puissance de son côté. Il a inauguré, je parle toujours du Congrès musulman algérien, il a inauguré l'idée d'action politique nationale, le passage de la résistance populaire tribale à l'idée d'union nationale. Il a aussi changé ses initiateurs, principalement Ben Badis et Farhat Abbas. Au cours du second semestre 1936 et durant toute l'année 1937, les protestations et les manifestations contre le régime colonial se multipliaient dans le pays, animés par les comités populaires du Congrès, composés de militants de la Fédération des élus, de l'Association des Ulama et du Parti communiste algérien. La réaction des autorités sont violentes et machiavéliques. Elles s'attaquent d'abord à l'Association des Ulama, locomotive de la dynamique, en fomentant un attentat contre le mufti d'Alger, Mohamed Ben Dali Kahoul, connu pour son hostilité au rayonnement national de l'Association des Ulama. Cheikh Tayyib El-Oqbi est arrêté et accusé d'être derrière l'attentat. Le président de la Fédération des élus, Ben Jelloul, se désolidarise de lui et proclame que son organisation n'a plus rien à faire avec l'association des Ulama dont, dit-il, les mains sont tachées de sang. En juin 1937, le Congrès se réunit de nouveau à Alger. Le but est de jeter les bases d'un grand parti algérien. Différentes conceptions s'affrontent, mais les débats ne donnent aucun résultat, si ce n'est de maintenir le Congrès sous sa forme initiale de coordination de forces distinctes. En août 1937, le Congrès décide d'une démission collective des élus algériens siégeant dans les délégations financières et les communes mixtes. Ben Jelloul s'y oppose. Ben Jelloul, c'est le président de la Fédération des élus. Il s'oppose donc à cette idée. Farhat Abbas décide alors de rompre avec lui et du coup avec la doctrine de l'assimilation. Il récupère le journal L'Entente qu'il transfère à Sétif et crée en 1938 avec Mohamed Cherif Sisban de Batna, Abdelmajid Ourabah de Ouadamizour et Allawa Cherif d'Aqbou, un nouveau parti, l'Union populaire algérienne, UPA, qui va défendre un projet de fédération entre l'Algérie et la France. C'est la fin du Congrès musulman et avec lui la fin d'une grande idée et d'une grande espérance. C'était aussi la fin d'une perspective qui aurait pu changer non seulement le destin de l'Algérie, mais aussi celui de la France, de l'Europe et peut-être du monde. Examinons sous cet angle le contenu de la plateforme proposée par le Congrès musulman algérien. Premièrement, la fin du code de l'indigénat aurait signifié la fin de l'apartheid, du double collège, l'égalité des droits et des devoirs avec les Français. 2. Le rattachement de l'Algérie à la France et la suppression du gouvernement général, des communes mixtes, des délégations financières
et des lois d'exception auraient signifié la fin du statut de colonie de l'Algérie et sa transformation en un ensemble de départements d'outre-mer, comme les dom-toms actuels. Troisièmement, la langue arabe serait devenue par la force des choses langue nationale et officielle. Quatrièmement, le rapport démographique favorable à l'Algérie, sa population double tous les 25 ans et celle de la France tous les 2 siècles. Donc, le rapport démographique favorable à l'Algérie aurait fait que non seulement elle aurait été en situation d'indépendance dès 1936, mais qu'avant l'année 2040, les Français seraient devenus minoritaires dans l'ensemble franco-algérien, quel que fût son nom. Il n'y aurait pas eu de perdant. La France aurait gardé l'Algérie et l'Algérie aurait gagné la France. Mais l'histoire a suivi un autre chemin, celui de la réalité, et non celui de la philosophie de l'histoire.